Bonsoir, chers auditeurs. Ce soir, c'est avec un dédain, un dégoût que je vous accueille en terre des exilés, là où les âmes et les consciences se portent encore sur les épaules face à tous ces morts vivants. Oui, c'est la fin du mois d'octobre, c'est la fin de l'Halloween, et avec ça, vient des élections municipales. Une nouvelle mairesse est arrivée en ville. Un new sheriff in town, l'homme de la situation. Je vous présente pas Mélanie Joly. Lapsus révélateur, mesdames et messieurs. Valérie Plante est arrivée au pouvoir de Montréal hier, car nous sommes lundi 6 novembre, lendemain des élections municipales générales au Québec. Et donc, c'est avec grande joie ou désespoir que je vous annonce que Valérie Plante est arrivée au pouvoir. Mais avant de commencer notre émission, comment ça va les gars? Parce que je suis toujours avec mes deux collaborateurs, à gauche ou à droite, s'ils se sentent plus populistes aujourd'hui. Félix Brassard. Bon, moi, je suis ambidextre, hein, mais bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mick. Et à ma droite, Samuel Vanas. Comment ça va, Sam? Ça va bien, salut les filles. Donc, avec ce ton de séduction comme d'habitude, on va commencer avec une petite revue des résultats des élections d'hier soir. Donc, avec un taux de participation dans la population montréalaise de 42,46%, sur un nombre total d'1 142 948 inscrits qui pouvaient voter. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 485 345 personnes qui ont été votées. C'est légèrement inférieur plus les bulletins, plus les bulletins qui ont été rejetés, qui étaient c'est assez surprenant parce que cette campagne municipale me semblait assez bien médiatisée puis prégnante dans le débat public. Ben, en même temps, on dit ça. Faut quand même avouer que par rapport à 4 ans, il y avait moins de choix que. Je veux dire, c'est ça. Mine de rien, ça aide pas à la mobilisation. Quand on a le choix entre seulement deux candidats, disons, dans les candidats majeurs, parce que oui, il y en avait d'autres, mais les autres, c'était des candidatures indépendantes qui n'étaient pas soutenues par des partis, donc, je veux dire, rendu là, si t'en aimes ni l'un ni l'autre, ça motive pas à aller voter, puis même, je me serais presque attendu à ce que le taux de participation soit encore plus faible que ça, parce que, il y a 4 ans, il était de 43%, là, il est légèrement inférieur, mais pas tant que ça. Fait que, bon, en tout cas, bref. Bon, je te laisse continuer. On peut peut-être expliquer aussi le fait que c'était à peine un peu plus élevé en 2013, parce que, c'était dans un contexte où il y avait eu le printemps érable un an plus tôt, donc il y avait, si vous voulez, un sursaut de démocratie dans la ville de Montréal. Mais pour continuer avec les résultats, donc c'est Valérie Plante qui a remporté la mise avec 243 242 voix, donc 51,36% des suffrages. Et Denis Coderre est arrivé avec 45,63%, donc 216 104 voix. Et le reste ont cumulé les miettes. La troisième place revient à Jean Fortier, héritier du Parti Coalition Montréal. Ouais, c'est ce qui est par ailleurs de fort comique, parce qu'il s'était rallié à Valérie Plante avant les élections, donc c'était pratiquement l'invitation à ses partisans à voter pour Valérie Plante. Je comprends pas pourquoi son nom apparaissait sur les bulletins de vote, là. Je trouve ça assez étrange. Ouais, même que c'est quand même spécial. Peut-être que ses électeurs sont des zombies ou des gens déjà morts ou peut-être c'est Marcel Côté qui est revenu c'est l'armée de Marcel Côté. Revenu de la tombe pour faire son X, aider son successeur, c'est possible. Bon, les gars, moi, ce qui m'intéresse là, de prime abord, c'est qu'est-ce que vous avez voté? Et ça sera pas fameux ce soir. Hey, on parle pas de politique, mais on parle pas de religion à table. Commençons par Félix, parce que ça va vite dégringoler de l'autre bord. Je n'en suis pas particulièrement fier, je vous le dis tout de suite, mais pour la première fois de ma vie, je me suis abstenu de voter lors d'une élection. Parce que, comme on a dit, il y avait seulement 2 candidatures qui étaient, je dirais même pas importantes, parce que, candidature importante, tu sais, mon but dans la vie, c'est pas de gagner mes élections à tout prix, mais il y avait seulement 2 candidatures sérieuses, parce que je vais pas redire ce que j'ai dit tantôt, mais tous les autres candidats, je veux dire, c'était des hommes seuls qui briguaient un seul poste, puis la mairie, ça donne que c'est pas un poste. Il y a 65 sièges à combler, donc même si la population s'était ralliée derrière un petit candidat, ça aurait pas changé grand-chose, parce que dans les faits, il y avait seulement 2 partis qui
s'affrontaient. Puis moi, bon, j'étais pas intéressé ni par l'un ni par l'autre. Moi, d'avoir à choisir entre d'un côté la mafia libérale et de l'autre côté la pseudo-gauche des justiciers sociaux du plateau Mont-Royal, personnellement, ça m'excitait pas beaucoup. Les deux, je pense, ont fait des commentaires qui m'ont un peu dégoûté. J'apprends rien à personne en disant que en tout cas, du moins ceux qui nous écoutent d'habitude, j'apprends rien à personne en disant que je suis un patriote, je suis un nationaliste. Alors moi, des gens qui me disent que Montréal est une terre autochtone non cédée, des gens qui promeuvent les accommodements religieux, accommodements raisonnables, tout ça, des gens qui parlent de white guilt, des gens qui veulent plus de services en anglais, notamment une bilinguisation partielle de la STM. Moi, je n'ai pas d'intérêt pour ça. Alors, même si je suis attaché à mon droit de vote, même si d'ordinaire je me fais un devoir de participer aux élections, cette fois-ci, j'ai pris la décision de m'abstenir parce que quand on a des principes, ben, on les affirme, on les porte sur soi et puis voilà. Mais t'aurais pas aimé ça, aller voter puis annuler ton vote, dans le fond? Ben, Plutôt que t'abstenir puis faire partie... peut-être que j'aurais dû, mais entre toi puis moi, est-ce qu'il y a une si grosse différence? Oui, bon, d'accord. Non, non, Oui, bon, d'accord. Le vote, le bulletin rejeté est comptabilisé, je te l'accorde. Puis ça aurait démontré, j'avoue que ça aurait démontré plus d'engagement. Peut-être que j'aurais dû faire ça, oui. Peut-être. Parce que là, t'as pas le droit de chialer ce soir. Parce que t'as pas voté. Bon, ben, bonsoir Hein? tout le monde. Je m'en vais, je retourne chez nous, là. Toi, Sam, qu'est-ce que t'as fait pour voter? Ben, moi non plus, j'ai pas le droit de chialer. Ça va bien me faire une émission, hein. Parce que j'étais pas inscrit. Puis là, moi, mes excuses, c'est que j'étais un étudiant. Je fais 25 heures semaine de travail. J'avais 2 dissertes, j'étais en mi-session. Puis je pense que ça a été un complot judéo-maçonnique michaélien pour faire en sorte que les étudiants comme moi, qui sont surexploités, puissent pas les voter. Tu ris, mais pour rajouter sur le complot juif mondial, non, mais Où s'en juste pour va dire- cette émission? non, mais juste pour dire, Apple Bone. non, mais mettons que le nom qu'il ne faut pas prononcer, mais les étudiants universitaires, mettons, qui viennent d'arriver à Montréal, mettons qu'un étudiant qui arrive à la fin de l'été, qui s'établit à Montréal fin août, début septembre, qui commence sa session, tout ça, il peut pas voter parce qu'il est pas à Montréal depuis assez longtemps. Fait que techniquement, la condition d'étudiant, ça peut être un problème. Mais enfin bon, on n'est pas là pour parler. Bien vu. On n'est pas là pour parler de ça, donc voilà. Bah, reste que moi, j'aurais voté pour un indépendant, là, un des 5-6. Puis bon, je penchais un peu plus vers Gilbert Thibodeau. Ouais, tu l'as rencontré dans la Je rue. l'ai rencontré tu dans me la dis, rue, ouais. je vais faire partie d'un documentaire. J'ai encouragé mes camarades étudiants de l'UQAM en journalisme. Je faisais un reportage sur les petits étudiants. Puis là, je posais les questions sur le nationalisme, sur la patrie. Parce que dans le fond, le mec, on le soupçonne, c'est avéré. Il s'est fait rejeter du Parti libéral, mais il voulait y rentrer. Mais moi, je trouve que ça a un certain charme, vouloir rentrer au Parti libéral puis se faire rejeter de même tout de suite par Justin Trudeau puis sa clique. C'était assez agréable. Et il a voté oui aux 2 référendums. Puis il y avait celui qui avait le programme de droite le plus sensé. Ben, si j'avais su ça peut-être, mais moi, j'avais cru comprendre que l'homme était proche du Parti libéral, donc je l'ai rayé de Ben, la il liste était assez rejeté. rapidement. Donc moi, c'était assez intéressant. Puis ça me semblait être un monsieur qui aurait pu faire, qui aurait pu avoir un aspect intéressant à la ville de Montréal, avoir un candidat indépendant, je crois que ça serait une bonne chose. Un maire indépendant qui serait au-dessus des partis puis des grandes forces Coaliser tectoniques. les forces. Puis tout ça. Ouais, c'est ça. Pourrait servir de pivot. Un peu comme la balance du pouvoir, mais inversée. Ben, ça devrait déjà fonctionner un peu plus comme ça, mais par contre, ce que j'ai réalisé, moi, arrivant dans l'urne, ben, c'était pas mal du bipartisme. Ah ouais, non, Je veux dire, tout à fait. moi, dans le sud-ouest, c'était ça, là. Je veux dire, j'avais soit l'équipe de Valérie Plante ou soit l'équipe de Denis Coderre. Dans tous les autres endroits. C'était comme ça dans beaucoup ouais, d'arrondissements. Beaucoup Non, d'arrondissements, tout à fait. c'était ça la réalité. Donc, si t'es ni pour l'un ni pour l'autre, t'es un peu fourré. Mais qu'est-ce qui était intéressant aussi dans cette élection-là, pour partir sur un autre aspect, ça a été la réaction des médias.
C'est vraiment fou. Au début, là, Coder, les lignes éditoriales étaient en accord avec lui, on le supportait, on lui donnait le 100%, que ce soit la presse, que ce soit les autres journaux, que ce soit Radio-Canada. La presse et Le Devoir ont tous les deux d'ailleurs appelé à voter Denis Coderre, effectivement, la ligne éditoriale. Ouais. Dans le cas de la presse, c'est pas une surprise, on sait à qui appartient la presse quand même, c'est quand même le journal des Desmarais qui sont proches des libéraux, puis Denis Coderre est un ancien libéral, mais dans le cas du Devoir, c'était tout de même une petite surprise, là, on va se le dire. Petite surprise est le bon mot, parce que faut se dire que le Devoir, avec la nouvelle direction, a pris tout un tournant, là, c'est désincarné, ça respecte plus sa mission, c'est tombé dans les analyses de bas étage, bref. Alors, on n'est plus dans le journal qu'Henri Bourassa avait fondé, non, si on s'entend là-dessus. Là. Non. Mais ce que tu dis sur les médias est assez intéressant parce qu'effectivement, il y a clairement eu un switch à un moment donné. Ouais. À partir du moment, quelques jours avant le vote, là, on commence à sortir des articles du genre « Ah, Denis Coderre nous fait peur, à nous les journalistes, il nous intimide, c'est un pas fin. » On commence à sortir des trucs sur la Formule 1, comme de quoi que ça n'a pas été rentable. Mais juste avant les élections, c'est là, vrai juste que avant. c'est là qu'il on arrive à la appuie fin. Plante, on dit « Ah, j'ai vu le reportage de Radio-Canada » ou que « Ah, une femme forte, sûre d'elle-même, qui va de l'avant, blablabla. » Bon, il y a eu ça qui a nuit à Denis Coderre, c'est vraiment la couverture médiatique, mais ensuite de ça, juste le rapport du personnage face à sa candidate, on a une espèce de fat cat paternaliste à l'italienne qui fait comme ouais mais non ça se passera pas de même nanana. Il ça d'incarner l'autorité mais dans le fond il a fait des trucs boboches fait que le plus l'air un vendeur de char. Peut-être que ça pouvait marcher à au maire précédent, j'ai juste Jean Tremblay dans la tête, je sais pas pourquoi. C'est Gérald, ouais c'est ça. Jean Tremblay, c'est dans ma région, ça. Peut-être que mais on l'a perdu. Ça pouvait fonctionner, cette espèce d'image-là du gars, ouais, non, on va reprendre ça en main, puis regardez, là, avec le go, tout est possible. Oups. Mais là, face à une femme qui a l'air intelligente, cultivée, qui a l'air en maîtrise d'elle-même, qui sourit, qui est décomplexée, décontractée, puis que là, t'as juste des petites flèches ou un gars qui coupe la parole, puis qui fait son macho, ben là, face à ça, là, ça fonctionne plus ce modèle-là. Là. On est plus des années 70, c'est surtout que Denis Coderre, j'aurais deux choses à dire par rapport à ça. De un, Denis Coderre a fait une campagne sous le signe de la continuité. C'était d'ailleurs son slogan, c'était continuer ensemble, continuons à travailler ensemble. Ouais, en tout cas, c'était ça. Puis versus ça, bon, on avait une candidate qui, elle, était dans l'idée d'amener des projets, entre autres, un de ceux dont on a le plus parlé, puis que probablement le plus séduit, c'est l'idée de la ligne rose, l'idée de rajouter une nouvelle ligne de métro. Alors, c'est ça, Denis Coderre a vraiment axé sa campagne sur la continuité, en faisant fi du fait qu'il y a beaucoup de Montréalais qui sont pas contents de leur ville, là. Ouais, il n'y a pas de projet. Denis Coderre n'a pas proposé de projet. Ça, il n'y avait aucun projet, donc forcément, ça avait l'air... Il y avait juste des petits à côté mineurs, des gadgets. Ah ouais, c'est quoi qu'il a fait Denis Coderre de gros, là, tu sais, il a mis des lumières de Noël sur le pont Jacques-Cartier, il a dépensé trop d'argent dans des projets un peu farfelus comme la Formule E puis le 375e de Montréal. Il a déversé les égouts dans le fleuve Saint-Laurent. 375e. Tu sais, faut quand même être honnête, c'est un cadeau empoisonné. Là. Tu tombes à cette année-là en tant que maire, c'est sûr que tu es obligé de faire des dépenses faramineuses. Normal. Tu sais, c'est la fête, c'est la dépense. Oui, mais il faut qu'il y ait les résultats aussi. Je veux dire, si la fête a intéressé personne... Ben, la fête a intéressé. Non, mais il faut aussi souligner qu'il n'a pas fêté la fête de manière nationaliste. On parle pas d'un Camillien Hood là, du dernier siècle. Là. On parle d'un gars qui veut faire de Montréal une cité-État, là, une ville-monde, qui veut la mettre dans le réseau cosmopolite de toutes les petites villes. Là, mais de toute façon, Mick, bon là je le pognerai pas tout de suite, là, mais il y avait quand même des impératifs qui venaient d'en haut. Là. Il y avait des desiderata libéraux. Ah ben là, fallait voir c'était qui était sur le comité d'organisation du 350e. Il y avait la femme à Monsieur Desmarais. Non, il y avait la fille de Desmarais, qui est la femme la fille de Jean Chrétien. La fille de Jean Chrétien. Ah, la fille de Jean Chrétien, c'est ça. Qui est mariée à André Desmarais. Exact. Bon. les intrigues de cours, hein. Ouais, mais c'est ça. Puis, mais c'est ça, ça fait en sorte que de toute façon, il pouvait pas y avoir autre chose que
une fête qui était cosmopolite, désenracinée, libérale, puis avec la culture d'aéroport qu'on connaît. Là. Mais c'est bien que tu parles de libéralisme parce que dans le fond, c'est ça un peu comme Horizon Québec actuel avec Alexandre Garnier-Denis. Il disait on avait le choix entre la peste ou le choléra. Bon, on avait le choix entre le libéralisme économique assumé ou le libéralisme culturel assumé, dans le fond. Puis moi, je veux dire, là, on est rendu que le libéralisme culturel soit le régime multiculturel par excellence de la tolérance de l'autre et on va fêter la diversité, mon gars, tu vas voir. Il y a un bémol à ça. Denis Coderre, c'était aussi ça. Souviens-toi, là, à la dernière élection, quand il est allé voir les Juifs, puis il dit, hey, si vous voulez garder vos privilèges communautaires, là, vous savez pour qui voter. Mais c'est il y a pas une caméra, là. Bon, ben, tu non, mais on la mettra, la vidéo, c'est flagrant. Denis Coderre, c'était la même chose. C'était la même chose, mais là, c'est déguisé sous la parole. C'est la prédominance c'était libérale économique. Mais Plante, ça va être la même chose. Ça va être la même chose, mais ça va avec des lunettes roses, un discours plus licorne. Ça va être vraiment dans l'idée du white guilt, parce qu'on sait que Valérie Plante, ben, elle va se flageller parce qu'elle est blanche, qu'elle va donner une voix aux justiciers sociaux le pouvoir, dans l'État. Non, mais les gars, vous êtes pas contents? Vous avez une chrétienne à la tête de la ville de Montréal. Non, mais attends. On revient aux sources. Discours licorne. Moi, je suis quand même pour qu'on laisse un peu la chance au coureur. Je veux dire, si elle va... Non, mais minute. Tu parles d'une phrase de coloniser. Arrête! Tu parles d'une phrase de pragmatique. Si elle va vraiment de l'avant avec ses projets d'une nouvelle ligne de métro, de rajouter des autobus, d'investir dans le logement social, je veux dire, c'est pas des trucs qui sont mauvais en soi. Après, c'est sûr, il faut regarder le big picture puis prendre du recul par rapport à ça, mais je veux dire, je pense pas que tout soit acheté, puis je veux dire, on sait pas forcément à quoi ça va ressembler, le projet Montréal. Bien sûr, on peut être sceptique quand on voit la façon dont ils ont géré l'arrondissement de Rosemont, l'arrondissement du plateau Mont-Royal, de la façon qu'ils ont dépensé des sommes faramineuses, de la façon qu'ils ont tué les petits commerçants, de la façon qu'ils ont rendu ça absolument impossible pour le transport. C'est normal d'y aller à reculons. Je fais juste essayer de dire, regarde, on n'est pas des prophètes, on n'est pas des devins, peut-être qu'il y a du bon qui va sortir de tout ça, mais j'aimerais ça qu'on revienne à ce qui a causé la défaite de Denis Coderre, parce que Denis Coderre, c'est quelqu'un qui a été fait par les médias et qui a été détruit par les médias aussi, parce que v'là 4 ans, je veux dire, quand il faisait ses soupers spaghettes, puis que il était même pas candidat, puis que tout le monde se rameutait, puis en parlait, puis c'est comme Denis, je veux dire, on lui a donné une exposition médiatique absolument incroyable que les autres candidats avaient pas. Ça l'a aidé tu vois, tu les as, là, tes vrais prophètes pis tes oracles. Okay? C'est tout. C'est pas la question, c'est pas la lune de miel avec le peuple va être terminée, que là, on va se rendre compte que Plante, bon, ben, est obligé de suivre les logiques institutionnalisées. La corruption endémique de Montréal va y rappeler, sinon avoir un gun sur la tempe, tu sais, je veux dire. Après, la question qu'il faut se poser... Tu sais, c'est pas parce que tu coupes la tête du serpent que le reste du corps est correct, là. Non, je comprends. Mais après ça, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que les médias ont lâché Denis Coderre comme ça? Après, pas tous les médias, comme on a dit, il y a des variantes, là. Il y en a qui ont appelé à voter pour lui, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Moi, si je peux amener une petite hypothèse, Denis Coderre, c'est selon ce que j'ai sur un article qui était paru récemment dans le Journal de Montréal, c'est l'homme le plus haï en ce moment dans le reste du pays, à cause de son opposition à Énergie S notamment. Ça lui a pas été pardonné par le reste du Canada, surtout dans l'Ouest, évidemment, l'Alberta, la Saskatchewan, tout ça. C'est pas la gang d'écolos de Valérie Plante qui pointe pour ça. Non, mais c'est pas ça que j'essaie de te dire, c'est que dans le sens, Denis Coderre incarnait probablement à son corps défendant parce que c'est un libéral, mais dans l'esprit de certains, il incarnait une attitude un peu revancharde du Québec, même si, bon, dans les faits, on l'a dit, c'est un fédéraliste et tout, mais reste qu'il y avait un peu de ça. On se rappellera au début de son mandat, quand il y avait décalissé les boîtes aux lettres du fédéral à coups de marteau-piqueur, là, je veux dire. Ça, c'était cool. C'est pas Pauline Marois qui serait allée faire ça entre vous pis moi, là. Fait que, peut-être que ça peut expliquer pourquoi certains médias soumis l'ont lâché. Je dis ça, je lance comme ça, c'est une hypothèse. Moi, je rajouterais une autre hypothèse à ça. Le dernier dossier chaud qu'il y a eu à Montréal cet été, ça a été la question des immigrants. On a accueilli beaucoup d'immigrants clandestins.
qu'on a hébergés un peu partout à Montréal, dont le stade olympique. Donc, Valérie Plante, comme je vous disais, ouverte d'esprit dans un libéralisme culturel, donc ouvert à l'autre, va vouloir, si vous voulez, faire la promotion de l'accueil des réfugiés, puis peut-être de concrétiser littéralement le fait que Montréal soit une ville sanctuaire. Je sais pas si c'est légal dans le cadre juridique fédéral, mais ça dépend même pas de la ville de Montréal. moi je pense qu'elle va pousser dans cette logique-là, puis ça, pourquoi les médias l'ont mis de l'avant, parce que comme tu le soulignais, le système politique et le système médiatique sont vraiment liés de manière profonde ensemble. Il y a vraiment une collusion. Il y a presque plus de médias indépendants. Ben non, mais je vous dirais même que si cette analyse était vraie, faudrait prendre en compte que Denis Coderre n'a pas appuyé dans ce sens-là. Malheureusement, c'est ça qu'il a fait au début de l'été. Il a appuyé dans le sens de la ville sanctuaire, puis de l'accueil des réfugiés, des migrants, puis du système pluriconflictuel qu'on appelle sous le joli nom de multiculturalisme. Mais non, moi je crois que c'est plutôt le fait que les alliances sont en train de bousculer. J'en parlais plutôt avec un ami. Lui, il me disait, dans le fond, ah ben là, vraiment, les médias qui suivent plus Denis Coderre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les cartes sont en train de changer, tout ça? Non, moi je crois que c'était plus opportun pour les médias être avec Valérie Plante que rester avec Coderre, qui peut-être était beaucoup trop... Coderre le problème avec lui, c'est qu'il a réussi trop rapidement. Là, je m'explique, c'est pas nécessairement qu'il a réalisé des grandes choses pour la ville de Montréal, mais il a réussi à s'insérer dans le réseau, à pouvoir aussi avoir une autorité, une espèce de paternalisme dans lequel les structures de pouvoir actuelles, que sont les médias, les réseaux, les relations, peuvent plus supporter. Donc, on est mieux de être dans le changement perpétuel, puis brouiller les cartes avec Valérie Plante, que vraiment rester avec un gars qui va peut-être avoir trop de pouvoir, puis pouvoir vraiment dicter une direction à cette ville-là. Quelqu'un qui s'émanciperait du système, en quelque sorte. Ouais. Donc, Denis Coderre serait comme une balle perdue, si tu veux, qui peut foncer où ce qu'il veut, là, dans le fond. Mais Denis Coderre... Il est dangereux pour ça, dans le fond. Denis Coderre, dans le fond, était peut-être ça restait un homme qui était capable de s'affirmer, puis d'avoir les brides du pouvoir, de tenir en laisse cette bête-là politique. Et en dépit du fait qu'il était minoritaire, hein. Et en dépit de ça, c'est quand même tout un tour de force. Et c'est ça le problème, c'est que ça a été un tour de force. Ça n'a pas été un tour de manipulation. Et c'est pour ça qu'on doit s'attendre à beaucoup de vaseline avec puis si on peut continuer sur un autre sujet, t'amènes un bon point, Sam, avec l'idée que rien va changer nécessairement. C'est que tout va changer, c'est pour ça que rien va changer. Oui, exactement. Mais c'est l'illusion de l'alternance des pouvoirs, l'alternance de la gauche et de la droite, des conservateurs, des progressistes. Ouais, mais pas une bonne gauche puis pas une bonne droite. Ben, exactement. C'est ça qu'il faut dire. Exactement. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a vraiment l'illusion qui est portée par les médias de nous faire croire à une alternance. Puis c'est pour ça que les gens, ils vont pas nécessairement avoir des réflexions comme nous ce soir. Ils vont juste dire, ben, faut que je vote Valérie Plante parce que je veux tasser Denis Coderre. Ils s'en tiennent à un programme, mais ils se rendent pas compte. Le système qui est en place va continuer de rester là. Et comme tu dis, ce qui trône au-dessus de la ville de Montréal, c'est un masque de Janus, là. C'est les deux faces d'une même pièce. Tous les deux étaient libérales. Tous les deux, c'était de l'idéologie libérale à côté, finie. C'est pour ça que on se rend compte que, oui, il y a une frange de QS, il y a une frange de la gauche montréalaise qui reste sociale, communiste, ancrée dans la question économique, des luttes. Ça, vous avez mon amour, vous avez mon soutien. Mais il y en a une autre, c'est la vision américaine, libérale de la gauche. On fait des contrats, on vit en communauté. La nation, ça c'est dégueulasse, c'est de l'exploitation. On est en train de faire la guerre de tous contre tous. Là. Ces gens-là, c'est le Léviathan de Hobbes. Là. C'est pas... Puis ce qui trône au-dessus du Léviathan de Hobbes, ben c'est le capital, là, c'est le marché. Et ça va être comme à Toronto. À Toronto, là, c'est chaque communauté dans son coin. Puis la rencontre sociale de tous ces groupes-là, c'est le cash. C'est tout. Est-ce que tu serais prêt à dire que c'est une colonie canadienne en territoire québécois?
Montréal? Ou un peu, si on fait l'analogie Non, entre mais les territoires israéliens, les Palestiniens et le Canada et le Non, Québec? non, mais Non, mais c'est ça. Montréal devrait être une terre de lutte. Le problème, c'est qu'il y a seulement un des deux camps qui lutte. C'est ça l'histoire. Je veux dire, le camp patriote est totalement amorphe, totalement oui. divisé, totalement non organisé, puis ça laisse la place à certains opportunistes d'essayer de se trouver une petite place au chaud. Je veux dire, on a beaucoup parlé des souverainistes qui avaient rejoint l'équipe Coderre. Bon, on a parlé d'Elsie Lefebvre, on a parlé d'Adrien Parizeau, de Scott McKay. On peut parler aussi de Gilles Duceppe qui a donné son appui à Denis Coderre. Bon, on a tous ces gens-là, mais faut pas oublier l'envers de la médaille aussi. Il y a un paquet de gens qui sont des militants indépendantistes qui ont voté pour Valérie Plante et qui en sont fiers, là. Alors, Alors qu'elle est pour la bilinguisation, en tout oui, cas non, mais partielle de non, mais Montréal. c'est à se péter à la tête ses murs que des indépendantistes votent pour ça, mais c'est malheureusement une réalité. Puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette année, on l'a échappé solide, nous autres, les patriotes, mais il faut prendre des notes. Dans 4 ans, on va être encore en vie. Je sais pas à quoi la ville de Montréal va ressembler, mais j'ose croire que nous serons toujours là. Puis il va falloir se parler entre nous autres, là. Puis je lance une petite pointe à des camarades comme Alexandre Cormier-Denis ou comme bon qui d'autre que j'ai vu commenter la question, Evan Demers de Gauche-Droitistan aussi qui avait publié là-dessus. Les gars, c'est bien beau pour l'instant, on se dit ok, non, on n'a pas le choix de s'abstenir parce que c'est la peste ou le choléra, mais dans 4 ans, il faut être organisé, il faut essayer de mettre en place une structure, mettre en place quelque chose, peut-être éventuellement avoir une candidature patriote, parce que là, moi, j'ai pas voté, puis comme je vous dis, d'habitude, c'est pas trop mon genre, là. C'est pas parce que je voulais pas voter, c'est parce que j'y ai été contraint. Je plus sois. Et pour revenir un peu sur l'aspect dont je parlais plus tôt, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je faisais de la collecte de fonds, anecdote personnelle, dans Hochelaga. Bon ben moi je vois des féministes, je vois des transgenres, eux ils se disent on est Canadiens là, on est dans le pays post-national par excellence, on s'en fout là des nationalistes québécois là. Je suis quand même fait faire des fuck you puis ah ouais, des doigts d'honneur puis non mais puis vous savez quoi? Ce qui est étonnant C'est con. Hein. C'est les anarchistes puis c'est des communistes qui sont venus parler avec nous de ce projet-là. Parce qu'eux, ils comprennent que la nation, c'est pas une abstraction, contrairement à certains camarades de philosophie. C'est une production sociale qui s'enracine dans l'histoire de ce qu'il y en a le plus concret dans la vie humaine, l'héritage d'un destin puis d'un projet. Puis là, on est quand même dans la patate, dans le cœur du Québec, là, à Montréal, là, je veux dire. On est la métropole, là, je veux dire. C'est ce qui fait rouler l'économie. Justement, qui nous donne un accès à l'universel au monde. Ben, t'as justement la réponse à ce que tu disais tout à l'heure. Montréal, est-ce que c'est une colonie dans le Québec? Non, mais c'est comme c'est une zone, c'est une frontière. Parce que justement, c'est ouvert sur le monde. Donc, il y a des capitaux étrangers, il y a des intérêts étrangers. On n'est pas dans notre pays. Il y a une puissance politique qui a légalement et légitimement le pouvoir d'influer sur la politique montréalaise. Le Québec en entier est une colonie pour répondre à ta question, mais forcément c'est plus criant à Montréal pour les raisons que Sam vient de nommer, pour les raisons matérielles à ça. Mm-hmm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si demain, je sais pas moi, les anarchistes, là, pas les anarchistes de Perrette puis les punks à chiens, les vrais, les communistes, que ce soit les marxistes-léninistes, name it, là, je m'en fous. Les gens comme Cormier-Denis, les gens comme Evan Demers, la droite qui a à cœur la nation et le social, la gauche qui comprend pourquoi la nation c'est nécessaire pour avoir des liens communs, puis pas tomber dans un communautarisme délétère anglo-saxon, ben ils devraient s'unir sur une bannière puis avoir une vraie vision. Un cercle Proudhon, mais à la québécoise. Ouais, exactement. Si je peux amener une dernière question pour faire une réflexion sur le localisme, sur c'est quoi l'incidence dans nos vies du local, parce qu'on sait qu'on vit dans un monde hyper mondialisé, hyper globalisé. Puis on va écouter des choses sur Netflix, mais on va pas nécessairement écouter à la télé locale. On va commander sur Amazon, mais on va pas aller au petit commerce qui offre le même produit à côté de chez nous. Donc est-ce que oui, à Montréal, il
il est possible avec le nombre de personnes qu'il y a de faire des communautés locales quand même assez vivantes et organiquement constituées. Mais en dehors de Montréal, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais les régions sont en train de souffrir et de mourir là à petit feu tranquillement pas vite. Parce que faut pas y aller les trop vite là, les régions en train de mourir, calmons-nous là, là, tu mais déplaces des frigidaires, mon homme là, je veux dire parler de les régions, puis est-ce qu'on peut acheter local, là, wow, je souffle sur les braises. Ben, tel un Jean-François Lisée. Ben, peut-être que j'ai juste un commentaire à faire à ça. Je pense que sinon l'émission va trop s'étirer là, pour ce genre de questions-là. Ben, faut quand même se souvenir, je pense que le palier de pouvoir municipal, c'est celui qui doit nous intéresser le plus, même si c'est plate, mais le problème, c'est que les citoyens sont pas appelés à participer activement à la vie citoyenne. Puis que ça devrait justement être le cas. Le problème, c'est que aussi on n'oublie pas, les municipalités, c'est des créations de l'État, c'est des fictions qui peuvent être abolies quand est-ce que le gouvernement du Québec veut. Puis le problème, c'est que ça appartient pas aux citoyens. Moi, je pense que un vrai mouvement, un vrai parti souverainiste aurait depuis longtemps accordé la souveraineté populaire aux municipalités pour permettre justement une création d'un lien social. Puis l'indépendance du Québec, on la comprend, on la vit, puis on est capable de l'entrevoir comme projet juste quand elle s'incarne dans la citoyenneté puis dans la participation collective à la vie du pouvoir. Et ça se fait par la base, par le peuple. Et si on veut que le peuple soit incarné, ben il faut que les municipalités émanent de lui, non l'inverse. Les réformes qu'on veut, c'est pas le pouvoir qui va nous les donner, c'est nous qui vont devoir aller les chercher. L'indépendance puis la souveraineté du Québec devrait passer aussi par la souveraineté du peuple et l'indépendance du peuple. Donc, il y a une nécessité pour le peuple de reprendre en main ses propres outils, ses propres structures politiques, mais pas comme elles sont en ce moment, parce qu'elles sont faites contre lui en ce moment. Ben oui, parce que c'est trop technocratique pour ce que le peuple peut faire en lui-même. C'est ça le problème de la représentation politique, c'est que si tu délègues un pouvoir, donc tu t'infantilises face à quelqu'un. Toi, dans le fond, tu te proposes... Non, mais attends, le fait de déléguer est pas forcément mauvais. C'est juste que il faut... En ce moment, c'est pas de la délégation. Non, laisse-moi finir. Non, je te comprends. Je comprends où tu veux Laissez-moi finir mon point. C'est de la représentation, puis après ça, les gens, ils s'en foutent, ils s'en lavent les mains. Aléa Jacques-Thérèse, OK? Donc, dans ce cas-là, c'est OK, moi, je vis dans l'indifférence et le confort. On réinventera pas la théorie politique là-dessus. C'est quand même ça. La délégation, oui, c'est vrai, ça peut avoir une nuance. C'est un vote aux 4 ans, puis le résultat, bof, ça ne concerne pas. On se rejoint là-dessus. Bon. Oui, non, c'est évident. Le problème, c'est pas l'idée de la délégation en tant que telle, c'est plutôt la façon dont elle s'incarne dans le moment. C'est qu'il n'y a pas de mécanisme de révocation des élus, il y a pas d'intérêt de la population d'exercer un suivi, puis il y a une espèce de mentalité de la part des élus que s'ils ont obtenu un mandat, ils peuvent faire ce qu'ils veulent pendant 4 ans, tu sais. C'est tout ça, là. Donc, démocratie de marché et de représentativité contre la démocratie de participation et locale. Si on peut résumer en quelques mots, ça devait être ça. Donc, chers téléspectateurs, vous ne nous voyez pas, téléspectateurs, vous nous voyez dans vos cœurs. Chers auditeurs... on vous voit aussi dans nos cœurs. Merci d'être venus. Je connais cette théorie. Merci de nous avoir... Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, si vous êtes restés avec nous jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne soirée, des bonnes réflexions sociologiques et politiques sur l'avenir de la démocratie municipale et de Montréal pour ceux qui vivent à Montréal. Allez aimer notre page Facebook, partagez nos vidéos, écoutez ce qu'on a fait. Il y a du bon contenu qui s'en vient aussi avec on fait une conférence jeudi prochain avec le chef du Parti marxiste-léniniste du Québec. Ce jeudi-ci, le 9 novembre. Et allez aussi partager et aimer notre page, abonnez-vous à notre page YouTube en fait. Donc sur ce, je m'écris vive l'indépendance et vive Montréal et récupérons-la coûte que coûte. Vive la liberté! Vive la liberté!